Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Bonsoir à tous, il est 17h03 précisément, en direct dans Les Vraies Voix. On est très heureux de vous accompagner en cette fin d'après-midi. Bonsoir Philippe qui a revêtu sa belle chemise bleue aujourd'hui. Bon. Si vous voulez la voir, il faut vous abonner à la chaîne YouTube. Il est beau comme un camion, mon Philippe. Comme un camion militaire, c'est l'expression consacrée. Vous aussi, ma chère Stéphanie. Mais Philippe Bilger aussi a mis une belle chemise bleue. Magnifique costume 3 pièces pour Sébastien Ménard. Vous êtes belle, Françoise. Non mais qu'est-ce qui nous a donné dans la vie? C'est quoi ce karma se retrouver à travailler avec vous? Et ben voilà, et ben ça me rend malade. Mais vous êtes un peu maso, vous aimez ça. Je suis maso, je reviens en plus inlassablement. Voilà. C'est mon petit côté Macron, vous voyez, mon petit côté maso. J'adore aller me faire insulter en ville et dans les campagnes. Et vous en redemandez. Donc Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard qui nous accompagnent. 3 pièces aujourd'hui, Sébastien Ménard, carrément. C'est pas la classe à Dallas, c'est la classe sur Sud Radio. Non, mais 3 pièces, comme vous y allez. Mais comme vous y alliez, 3 oui, pièces. Très élégant. Oui. On a la chemise simple, la cravate et le 3 pièces. Oui. Voilà. Chers amis, une émission consacrée aujourd'hui à la visite d'Emmanuel Macron à Ganges, dans l'Hérault, déplacement au collège Louise Michel sur le thème de l'éducation. Un accueil dans une ambiance houleuse, comme celui d'hier en Alsace, au son des casseroles. Ah non, parce qu'on les a confisquées, les casseroles. Voilà. Et autre sifflet, le chef de l'État qui a accordé en exclusivité une interview à Jean-Jacques Bourdin pour Sud Radio. On est très fiers, entretien de près de 10 minutes que je vous propose d'écouter dans quelques instants. Et on se retrouve évidemment après avec le décryptage, avec les vraies voix et bien sûr Philippe, nos auditeurs. Avec vous évidemment, vous allez écouter 10 minutes d'interview exclusive d'Emmanuel Macron recueillie il y a un peu plus de 2 heures par Jean-Jacques Bourdin. Exclusivité française et mondiale bien évidemment. Vous allez décrypter avec nous cette interview dans quelques instants. Le standard vous est ouvert, c'est Zach qui prendra votre appel au 0826 300 300. Et tout de suite donc place à l'interview d'Emmanuel Macron en exclusivité pour Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Monsieur le Président annonce ici, dans le collège de Ganges, annonce importante, entre 100 et 230 euros pour les enseignants, 100 j'imagine pour les enseignants confirmés et 230 pour ceux qui débutent, ou 2000 euros pour ceux qui débutent, j'avais entendu parler de ça. C'est simple, je tiens les engagements pris. Plus un enseignant en dessous de 2000 euros, une augmentation, le ministre détaillera, ça dépend des carrières, des qualifications, mais qui est de 100 euros jusqu'à 230 euros socle, c'est-à-dire sans condition. Et puis à côté de ça, il y a ce pacte qu'on propose aux enseignants, qui est de dire on a besoin de vous pour les devoirs faits à la maison, qu'on va généraliser progressivement d'ici à 2024, qui est clé pour aider en particulier nos jeunes collégiens à rattraper les choses. On a besoin de vous au primaire pour l'école inclusive, on a besoin de vous pour les devoirs au primaire, on a besoin de vous aussi au primaire pour accompagner nos élèves de 6e parce que la transition est parfois difficile. On a besoin de vous au collège donc pour les devoirs faits. On a besoin de vous au collège pour les remplacements parce qu'on a trop d'heures qui ne sont pas remplacées et donc il faut pouvoir en organisant, en donnant les moyens aux chefs d'établissement, remplacer les absences courtes. Et bien pour tout ça, il y aura un pacte. Et ce pacte, il vous permettra de gagner encore plus que cette augmentation de base. Et donc on aura des enseignants, quand ils signent le pacte, qui peuvent avoir jusqu'à 500 euros de plus par mois de rémunération. Les AESH qui ne sont pas oubliés, plus 10%, plus 35 heures, garantie les 35 heures. Alors, c'est à chaque fois du cas par cas, parce que les situations sont très complexes, ça dépend des enfants et autres. Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? On les a sortis des contrats courts et de la précarité. On les a toutes et tous, qui sont accompagnants de nos enfants en situation de handicap, mis dans au moins des contrats de 3 ans, voire on les a pérennisés dans leur emploi. On les a augmentés déjà, on les augmentera de 10% à la rentrée. On a créé beaucoup de postes, plus 40% d'enfants qui sont scolarisés grâce à ce dispositif en 5 ans. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est en effet, au-delà de l'augmentation qui se fera de 10% à la rentrée, qu'ils aient un temps complet. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec les groupements scolaires, avec aussi les communes, pour prendre en compte le temps périscolaire. Une autre question, puis j'ai une dernière question à poser au Président. Ici à Ganges, on vous attendait beaucoup sur la ruralité, sur les territoires, c'est essentiel. Sur la santé. Et donc c'est ces sujets que vous avez évoqués aussi avec les citoyens ici. Alors, vous avez à l'esprit? Oui, parce qu'on l'a très bien dit, c'est des territoires qui sont innovants. Parce que la ruralité fait, comme l'a très bien dit une enseignante, on se retrousse les manches. On a des enfants qui, pour 80%, ont beaucoup de trajets et donc sont souvent à la cantine. Donc on organise beaucoup plus le temps périscolaire, on a des activités parallèles et puis on développe de l'innovation. Sur l'école et la ruralité,
2 choses simples. J'avais pris un engagement à la fin du grand débat. Plus de fermeture d'école sans l'avis explicite du maire. Ça a tenu, ça a changé des vies. On doit maintenant trouver des solutions concrètes sur le terrain. Le ministre l'a annoncé. Qu'est-ce qu'on va faire dès la rentrée prochaine? On va faire de la pluriannualité avec les maires. Et ça, c'est une petite révolution. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que très souvent, on dit à un maire au printemps, on va fermer votre classe ou votre école à la rentrée prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y a un effondrement du nombre d'élèves, ou parce que d'un seul coup, vous êtes dans un établissement scolaire où il restait 2 classes, et puis vous fermez une des 2 classes, et il n'y a plus le seuil critique, ça ne marche plus. Ça, on peut le prévoir. Et c'est pour ça que je parlais de démographie. Ici, on sait que la démographie se tient bien. On garde les habitants, voire on en a de nouveaux. On a un collège qui a une augmentation du nombre d'élèves, on a une école qui se tient, il n'y aura pas de problème. Je sais vous dire les communes où d'ici 2 à 3 ans on aura des problèmes. C'est les communes où la natalité a déjà baissé. Et donc il faut prévoir ça. Donc on va faire de la pluriannualité et puis on va surtout concerter avec les maires et construire des solutions. Et les solutions c'est quoi? Nos classes multiniveaux qu'il faut dégager, réussir à avoir aussi des internats. Moi je crois beaucoup à l'internat dans le rural, qui est une solution formidable et qui marche très bien. La réforme des retraites, quoi qu'il arrive, vous la gardez? Vous la gardez quoi qu'il arrive? Quoi qu'il en coûte? Écoutez, d'abord, c'est une réforme qui permet de faire des économies, donc c'est plutôt quoi qu'elle rapporte. Et je sais tous les désaccords qu'elle suscite. Et je suis moi, très vigilant sur à la fois ses colères, ses mécontentements, et je les respecte. Mais ce que j'ai dit, je pense que on doit expliquer et réexpliquer encore, et essayer de convaincre sur la nécessité de cette réforme. On peut discuter des modalités. Vous ne la retirerez jamais? Non mais d'abord, je viens de la promulguer, donc je vais pas. J'ai un peu de constance, vous me connaissez, ça fait. Et comme je le disais, moi je crois à la vie démocratique. Beaucoup de gens ont ce commentaire en ce moment. Et donc moi je pense que quand on veut se faire élire, c'est bien de dire ce qu'on va faire. Je l'ai fait. Moi j'ai fait campagne, compris sur cette terre, parfois en me faisant secouer, en disant je mettrai la retraite à 65 ans. On a négocié, on a fait du compromis avec les forces syndicales, politiques. On a fait 64 ans, l'accélération des cotisations jusqu'à 43 ans. Et on a fait aussi beaucoup de concessions pour les carrières longues, pour les petites retraites, pour les métiers les plus pénibles. Donc on a concédé. Mais je fais ce que j'ai dit. Pour l'école, j'avais dit on fera un investissement de la nation, je le fais. Et je trouve que c'est ça la démocratie, c'est d'avoir l'honnêteté de dire quand on va chercher la confiance des gens, voilà ce que je vais faire, y compris quand ça fait pas plaisir. Et c'est quand on est 1 an après, juste de faire ce qu'on s'est engagé à faire et d'essayer de le faire au mieux. Je le fais pour les retraites, je le fais aussi pour l'éducation. Et comme je l'expliquais, on ne peut pas augmenter nos professeurs, on ne peut pas réinvestir dans l'éducation, on ne peut pas pour notre ruralité créer 200 brigades de gendarmerie. On va changer le visage de notre ruralité. On recrée pour la première fois depuis des décennies des brigades de gendarmerie. On va en créer 200. On réinvestit dans notre ruralité. On a déjà créé depuis mon engagement de 2019 2500 maisons France Service. On va encore aller au-delà. On continue à créer et recréer de la santé. Tout ça c'est de l'investissement de la nation. Et bien ça, cet argent on peut le mettre là parce que de l'autre côté on fait des efforts sur justement le travailler un peu plus et on produit plus à l'échelle de la nation. C'est la réindustrialisation, c'est le travailler un peu plus longtemps. Il faut être cohérent. Sinon, je vous fais des promesses ou je vous fais des choix politiques qui sont financés sur nos déficits, c'est-à-dire vos impôts de demain ou ceux de vos enfants. Ce ne serait pas honnête. Et j'ai une dernière question. Pourquoi une réforme paramétrique alors que vous aviez engagé une réforme systémique? Alors, pour une raison simple, en 2017, j'avais eu le mandat de faire une réforme systémique. Et j'avais d'ailleurs dit, je ne ferai pas d'effort. Il y avait 2 choses différentes en 2019. Le mandat que j'avais était une réforme systémique. Et les circonstances de finances publiques n'étaient pas les mêmes puisque le corps, à l'époque, le Conseil d'orientation des retraites, disait qu'il n'y a pas de besoin de financement. C'était la campagne de 2017. Je n'avais donc pas de mandat pour faire une réforme allongeant l'âge. J'avais un mandat pour faire une réforme d'ensemble. Et les experts disaient qu'il n'y en a pas besoin. Au demeurant, oserais-je vous rappeler, les mobilisations, les grèves de début 2020 et le fait que, en première lecture, ce texte était passé au 49.3. Je ferme cette parenthèse pour tous ceux qui idéalisent la réforme systémique. En 2022, le Covid est passé par là. La guerre est revenue en Europe avec une crise de l'énergie, nos finances publiques sont sous tension, les taux remontent. Tous les experts disent il y a un problème, votre système est déséquilibré, il le sera jusqu'en 2030, il faut bouger. Je fais campagne en 2022 en disant je ne veux pas plus de cotisations parce qu'on ne peut pas enlever du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. Je ne veux pas baisser les pensions, on ne peut pas baisser le pouvoir d'achat de ceux qui sont à la retraite. Et
je ne veux pas être irresponsable, on ne peut pas laisser du déficit à nos enfants. Donc on va devoir travailler davantage et en plus ça va nous permettre de créer de la richesse pour le pays. Et donc c'est le mandat que je suis allé chercher auprès de nos compatriotes. Voilà pourquoi c'est pas la même. Est-ce que vous sentez que les Français ne vous aiment pas, Emmanuel Macron ? Vous les entendez? Quand je vois vos yeux, je ne peux pas me dire ça, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Mais... Emmanuel Macron, je ne suis pas un Français comme un autre, vous non plus. Non, mais je ne ferai jamais ces généralités parce que je pense que personne ne peut parler au nom des Français. Le président de la République peut le faire quand il est à l'étranger. Il faut tous qu'on ait beaucoup d'humilité. Nous sommes un pays unique. Que j'aime au-delà de tout parce que je lui donne, voilà, je dirais ma vie. Dans les temps heureux comme dans les temps plus difficiles, mais c'est nous. Et donc, il faut tenir dans ces moments-là. Et je ne le mettrai pas sur le plan de l'amour. C'est pas, vous savez, quand on prend des responsabilités politiques, je pense que on cherche à être respecté et on cherche à ce que les gens aient confiance en vous quand les temps sont difficiles. Moi, je n'oublierai jamais que quand j'ai demandé aux Françaises et aux Français de faire des choses parfois difficiles pendant le Covid, y compris sans aucun texte, ils l'ont fait. Et on est un pays extraordinaire qui il y a quelques mois, s'est mobilisé pour protéger les plus fragiles, pour aller vacciner et autres. À un moment, cette autorité, vous pouvez la voir quand ils savent que vous leur dites la vérité et que vous savez porter, y compris les décisions impopulaires. Et donc, je prends toute ma part de responsabilité. J'ai été chercher une confiance que j'ai obtenue sur des décisions que j'assume. C'est un moment qui n'est pas agréable, où il y a des gens qui sont très en colère, vous avez toujours des gens qui ne vous aiment pas, et j'aurai toujours des gens qui ne m'aiment pas. Et il en est de la vie d'une nation comme de celle d'une famille ou autre. Il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut essayer de convaincre, mais il faut surtout avancer pour le collectif. Et donc ce qui m'importe, c'est d'avancer pour le pays. Et donc oui, les temps sont difficiles, mais c'est pas ça qui m'arrêtera de continuer d'aller au-devant de nos compatriotes d'une part, d'expliquer, de parler, d'essayer de convaincre, et puis surtout d'avancer sur les grands chantiers de la nation que je présentais lundi, comme l'école aujourd'hui. Et voilà pour l'interview exclusive d'Emmanuel Macron par Jean-Jacques Bourdin pour Sud Radio, en partenariat avec Olivier Biscay, Midi Libre. Nous sommes en compagnie des vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Bonsoir, rebonsoir à tous. En quelques mots, parce qu'on va évidemment décrypter en détail cette interview exclusive dans quelques instants. Philippe Bilger, vous le qualifiez comment, Emmanuel Macron ? Dans cette interview. Je le qualifie. Alors, la part essentielle, c'est des réponses politiques. Et Jean-Jacques Bourdin pose la question, à mon avis, à la fin, qui est capitale. On peut discuter sur le plan politique, mais il lui demande pourquoi les Français ne vous aiment pas. Et la réponse qu'il fait, elle aussi peut être discutée, mais elle explique pourquoi il fait l'objet d'une haine qui n'est plus démocratique. François. Oui, alors oui, c'est une interview assez intéressante. Je salue quand même le style toujours très direct de Jean-Jacques Bourdin. Après, Emmanuel Macron reste dans les généralités. C'est quand même l'art d'enfoncer des portes ouvertes avec un vernis d'intelligence et de communication. Je sais que Philippe Bilger va être encore en colère contre moi parce qu'il pense que je le traite de macronolâtre, mais la vérité c'est que ce président-là, honnêtement, je vais très vite, je pense qu'il faut qu'il arrête ses déplacements. Je pense que ça ne sert à rien, c'est mauvais pour lui, c'est mauvais pour l'image de la France, et en plus de ça, ça le met en danger. Donc quand vous voyez ce qui s'est passé à Ganges, 1000 personnes qui sont là, il y a des manifs partout en France, arrêtez les déplacements, posez-vous, réfléchissez. Sébastien Ménard. On a un président qui tient le cap, on a un président qui déroule, et on a un président qui est droit dans ses bottes. Macron fait du Macron, et je pense qu'il a raison de faire du Macron. Macron n'a jamais été aussi bon que quand il faisait du Macron. On l'a vu après les Gilets jaunes, et il est très clairement dans une stratégie de reconquête de l'opinion. Ça sera long, ça sera difficile, mais j'ai la faiblesse de croire qu'il va y arriver. Et on va parler de cette interview et du déplacement d'Emmanuel Macron à Ganges pendant toutes les vraies voix jusqu'à 19h. Vous voulez réagir, échanger avec les vraies voix. Qu'avez-vous pensé de cette interview? Vous êtes satisfait si vous êtes enseignant ou vous n'êtes pas satisfait? Vous êtes fan d'Emmanuel Macron ou vous ne l'aimez pas du tout parce qu'avec lui, c'est toujours assez extrême les sentiments que les gens ont pour lui. On vous attend. Un seul numéro, le 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru.
17h20 en direct sur Les Vraies Voix, en direct sur Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Bilger, magistrat, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio LCI, auteur de L'homme qui n'avait pas d'amis. Tiens, publié chez alors justement, Plomb. l'illustration, la parfaite. Oh. Non, Il a un ami, c'est Jean-Jacques Bourdin, et il a accepté de lui parler 10 minutes. Et Philippe Bilger, voilà. Il a 2 amis, plus Sébastien Ménard. Je ne suis pas un ami, ma chère Françoise. Je vous taquine. Oui. Et donc, Sébastien Ménard, président de l'Élan Béarnais, Pau, La Cortèze et entrepreneur dans la foodtech, et également Géraldin Dosser qui nous accompagne dans Lyon aujourd'hui, qui viendra réagir à ce décryptage, cette interview exclusive pour Sud Radio par Jean-Jacques Bourdin, donc du chef de l'État. Nos auditeurs qui nous accompagneront, cher Philippe. Absolument, vous pouvez dès à présent appeler au 0826 300 300. Et pour votre information, l'interview du président de la République par Jean-Jacques Bourdin et Olivier Biscay est déjà sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Françoise Degois, vous avez appris des choses aujourd'hui que vous ne saviez pas sur Emmanuel Macron? Non, j'ai pas appris de choses, si vous voulez. J'entends bien les critiques qui disent vous pouvez pas le critiquer quand il reste retranché à Paris, et vous pouvez pas le critiquer quand il sort. Moi, ces critiques, je les balaye parce que ça n'est pas le sujet. On n'est pas là, si vous voulez, pour analyser la psyché d'Emmanuel Macron. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que il y a une stratégie qui peut être considérée comme de la catharsis. En tout cas, c'est ce qu'explique aujourd'hui l'Élysée pour post-théoriser le résultat désastreux de ces images. Et en gros, Emmanuel Macron n'avait pas mesuré, pas plus que ses conseillers, pas plus le gouvernement. Je vous rappelle qu'il n'y a plus aucun ministre qui peut se déplacer. Christophe Béchu a été obligé hier d'interrompre son déplacement. Sarah El Haïry. D'autres ont annulé, Agnès Firmin-Lebaudot, Dupond-Moretti. Ça veut dire que je ne fais pas de psyché, je me fiche de sonder les cœurs et les reins. Je dis juste que politiquement, avoir si mal jugé la séquence, avoir pensé que parce que la parole présidentielle était suffisamment performative, on allait tourner la page, eh bien, il se rend compte qu'on ne peut pas tourner la page. Donc, ce que j'apprends aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est encore plus entêté qu'entêté. Et ce que je crois, moi, pour lui et pour nous, il faut cesser ces déplacements-là. Il n'y a rien qui est apaisé. Le 1er mai, ça va être une marée humaine. Il faut cesser ces déplacements, se poser, réfléchir et envoyer des signes d'apaisement plutôt que ces ricadements, comme par exemple, ou alors saisir les casseroles, ou par exemple dire, moi avec des casseroles et des œufs, je fais pas de cuisine. Philippe Bilger, est-ce que je vais défendre la paroisse Sud Radio? Vous n'avez pas l'impression qu'il a dit plus de choses intéressantes et de vérité en 10 minutes au micro de Jean-Jacques Bourdin qu'en 13 minutes lundi soir? Ah, si, oui. Oui, il est clair par rapport à ce qu'il a dit lundi soir, puisque lundi soir ne faisait que répéter ce qu'il avait dit complaisamment dans l'entretien avec les 2 journalistes, et même lors de ses vœux, il répétait la même chose. Et Jean-Jacques Bourdin parvient à lui permettre des réponses, mais qui restent tout de même d'un discours politique convenu. Nous n'apprenons rien sur le plan politique dans les 10 minutes de Jean-Jacques Bourdin face à Emmanuel Macron. En tout cas, ça résume quand même son état d'esprit et la situation. Alors, je finis là-dessus. On peut discuter, et je le fais aussi, ce que sa personnalité a eu de très négatif dans la gestion des retraites. On peut discuter l'essentiel de sa politique. Moi, ce qui me fait peur, mais on a toujours droit tout à l'heure au point de vue du procureur, je dirais que c'est la manière dont la démocratie vit son opposition politique avec Emmanuel Macron. Sébastien Ménard. C'est vrai. Je disais tout à l'heure, la meilleure solution à la problématique d'Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron lui-même. On le sait. Les gens, finalement, l'apprécient pour le meilleur et le détestent pour le pire. On ne peut pas reprocher aujourd'hui au président, après l'avoir taxé de monarque enfermé dans sa tour d'ivoire, de tenter quelque part, de renouer le dialogue avec celles et ceux qui seront évidemment prêts à discuter avec lui. Alors évidemment, il est critiqué, évidemment, il est conspué, évidemment, il est détesté, mais enfin, il y a du monde dans la rue, personne ne le nie, mais c'est pas tout le monde dans la rue. Voilà, donc il a raison quelque part de dérouler, je dirais, son narratif et d'expliciter sa politique. De ce point de vue-là, on n'a absolument rien à lui reprocher. Gérald, on vous retrouve à Auxerre dans Lyon. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas chez vous, Darmanin. Oh, bah, ça serait. Pourquoi pas? On a eu une exclusivité, pourquoi pas 2? On a eu Gérald Andrieux hier. Gérald, vous avez écouté évidemment l'interview du chef de l'État sur notre antenne. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? J'ai surtout les oreilles qui saignent.
Déjà, bonjour à tous. Bonjour. Non, quand j'entends Monsieur Macron, parce que moi je le respecte en tant que président, et je l'appellerai Monsieur. Par contre, il ne respecte absolument pas le citoyen, la citoyenne. Depuis qu'il a été élu, surtout le deuxième mandat, 49-3. Je fais ce que je veux, je suis élu démocratiquement. En gros, je sais que je suis détesté, mais c'est pas grave, je vais continuer avec la première ministre. On va appliquer des nouvelles réformes, parce que c'est ça qui me vient. Moi, depuis ce que j'ai entendu, moi j'ai envie de parler de pouvoir d'achat. Vous avez vu votre prix du panier là, comment il a augmenté? Vous avez vu le prix du panier? Quand on fait les courses, c'est 20%, 20% de plus, voire 30%. D'autre part, moi j'ai été dans l'hospitalier, parce que maintenant je suis un jeune retraité, et j'en suis ravi. Je suis en retraite depuis le 1er février. Ah oui. Je peux vous dire que les hôpitaux en France sont en berne. On n'a plus de moyens. Les infirmières ne veulent plus aller dans les hôpitaux. On n'a plus de médecins. On n'a plus de spécialistes. On n'a plus rien. Quand ils vous parlent qu'il va augmenter tout ce qui est éducation nationale, moi je peux vous faire des effets d'annonce. Je peux vous dire demain, tiens, j'augmente toute l'équipe de Sud Radio de 30% sur leur salaire. Ah oui, excellente proposition. Excellent. Voilà. J'espère que Patrick Roger écoute bien. Voilà. Bien. Ah, il a validé les indices. Il plaît beaucoup, Gérald. Gérald, dans le même temps, Emmanuel Macron, lors de son allocution, a promis de résorber le problème des urgences. C'est une promesse. Vous n'y croyez évidemment pas du tout, c'est ça? En fait, non, pas du tout. Parce que je peux vous dire que j'ai vu, maintenant je suis plus dans l'hospitalier, mais j'ai vu mes collègues en souffrance en permanence. J'ai vu des collègues qui ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Et là, on est en train de faire encore une grande annonce en disant on va voir ce qu'on va faire au niveau technique. J'ai entendu, on va refaire les urgences, on va augmenter le personnel. Mais je peux vous faire tout un laïus comme ça. Sauf que ça fait des années que ça dure. Alors attention, je vais quand même être sympathique avec Monsieur Macron. C'est pas lui qui a mis en place ça depuis aujourd'hui. Ça remonte à plusieurs années, puisque ça remonte déjà, on va dire, à Madame Buzyn, ça remonte à tout ça, à, Marisol Touraine. Il y a eu en fait une explosion des hôpitaux avec une diminution du personnel. Gérald, vous êtes notre auditeur fil rouge et il faut bien vivre, on doit faire une pause publicitaire. On peut vous reprendre dans quelques minutes? Mais je vous rappelle que je vous augmente de 30%. Ah bah oui, alors écoutez, augmentez-nous de 35%. C'est acquis. Allez, on vous retrouve tout de suite, Gérald. À tout à l'heure. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Rejoindre 17h31 en direct sur les vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et de nombreux auditeurs qui tentent de nous joindre. Apparemment, ça inspire ça beaucoup appelle de monde. Énormément, la ZAC n'arrête pas. Et on a avec nous Arnaud, professeur d'histoire géo et co-secrétaire académique du SNES FSU à Montpellier. Bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table des vraies voix et on vous prend tout de suite après avoir écouté un son. Vous vouliez réagir au propos de Sébastien Ménard? Oui, Sébastien a dit tout à l'heure que Emmanuel Macron pourrait s'en sortir parce qu'il est en quelque sorte le remède à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je pense absolument le contraire sur le plan politique et c'est dramatique pour la France à l'heure actuelle, c'est qu'il est le mal. Politiquement, il ne peut pas convaincre, il ne peut plus convaincre qu'il est le remède. Et c'est justement la raison principale de la crise, me semble-t-il. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Bilger dans la mesure, j'entends ce que dit Sébastien et c'est normal parce qu'il est dans la défense du président et c'est très bien d'être loyal au président. Mais la réalité, c'est qu'on sent bien que en 2018, le tour de passe-passe du grand débat avait réussi à apaiser la crise des Gilets jaunes. Il n'a plus de tour dans son sac, Emmanuel Macron. On voit bien qu'il y a une forme de succès d'année dans cette tournée de ce qu'aurait pu être le grand débat. Et puis par ailleurs, quand les gens qui soutiennent Emmanuel Macron nous expliquent qu'il va renouer le contact avec les Français, il faut arrêter de penser que les corps intermédiaires n'existent pas. Vous avez une intersyndicale qui a amené des millions de gens dans la rue avec une tenue incroyable des manifestations. Cette intersyndicale a été traitée comme rien et ce lien entre le président et le pays, ce lien sans intermédiaire, il est rompu. Je veux bien qu'on m'explique qu'il va encore trouver un tour de passe-passe. Il n'y arrivera pas cette fois-ci. Donc il doit changer. Sébastien Ménard, vous pensez qu'il n'a plus aucun tour dans son sac, Emmanuel Sans mauvais Macron? jeu de mots, le lien rompu, c'est la ficelle est grosse. Non, mais il est vraiment rompu, tu le sais bien d'ailleurs. Le lien est abîmé.
Il n'est pas d'ailleurs totalement irresponsable de ce qui lui arrive, mais on ne peut pas dire la politique, c'est aussi, en tout cas la politique d'un président qui n'est pas candidat à ces réélections. Oui. Et il a pour lui le temps long. Il a encore la possibilité de faire, d'expliciter et quelque part de se racheter auprès d'une partie de l'opinion française. Encore une fois, il n'est pas conspué par 90% des Français. Par 75, voilà. Oui, c'est beaucoup. C'est énorme. On a 75% des Français qui ne sont pas contents de ce qu'il a pu proposer et faire voter en matière de réforme du système de retraite. Mais ce n'est pas. Mais c'est son électorat. Attendons de voir. Il a fait des annonces sur l'éducation. Il va faire des annonces sur le pouvoir d'achat. Attendons de voir. Il va faire des annonces sur un pacte républicain à défaut de faire voter une énième loi sur l'immigration. Et bien sûr que non. De voir. Gérald Darmanin annonce déjà le 49.3. Il y a un sondage IFOP pour Sud Radio aujourd'hui. La question c'était pour chacun des termes suivants, diriez-vous qu'il s'applique bien ou mal à Emmanuel Macron? Compétent tout de même pour 57% des Français, autoritaire 73%. Mais tu te rends compte mais non, mais c'est des traits. Il est à 25%. Non, il n'est pas compétent. Il était compétent pour 57 aujourd'hui. Il est 36. Merci Philippe, c'est à 36. Merci, heureusement. C'était il y a un an après son élection. Oui, absolument. Ça a failli le faire monter dans les sondages. La fake news, excusez-moi. Vous comprenez bien qu'il est victime. Il est victime également en une seconde du système qu'il tire au maximum, c'est-à-dire la 5e, où tout commence et tout finit avec le président de la République. Il l'a utilisé au maximum et aujourd'hui il en est victime. C'est pour ça que je dis que au-delà, une fois qu'on a dit que tout va mal et que ce président n'est pas aimé, qu'est-ce qu'on fait? On a 4 ans à tenir. C'est certainement pas avec les annonces de 49.3 de Gérald Darmanin sur la loi immigration qu'on va encore s'en sortir. Il faut qu'il admette que ça ne fonctionne pas. Le vrai courage, c'est pas de faire des déplacements avec 400 ou 600 gendarmes et un mur d'officiers de sécurité. C'est peut-être de se poser, de faire un pas de côté. Est-ce qu'il est capable de cette révolution personnelle? En tout cas, Françoise, il a fait beaucoup d'annonces, enfin non, pas beaucoup d'annonces, mais en tout cas une annonce qu'il avait déjà promis, c'était une promesse de campagne sur l'augmentation des salaires des professeurs. Je vous propose de l'écouter, on en parle après. C'est simple, je tiens les engagements pris. Plus un enseignant en dessous de 2 000 €, une augmentation, le ministre détaillera, ça dépend des carrières, des qualifications, mais qui est de 100 € jusqu'à 230 € socle, c'est-à-dire sans condition. Et puis à côté de ça, il y a ce pacte qu'on propose aux enseignants, qui est de dire on a besoin de vous pour les devoirs faits à la maison, qu'on va généraliser progressivement d'ici à 2024, qui est clé pour aider en particulier nos jeunes collégiens à rattraper les choses. On a besoin de vous aux primaires pour l'école inclusive, on a besoin de vous pour les devoirs aux primaires, on a besoin de vous aussi aux primaires pour accompagner nos élèves de 6e parce que la transition est parfois difficile. On a besoin de vous au collège donc pour les devoirs faits. On a besoin de vous au collège pour les remplacements parce qu'on a trop d'heures qui ne sont pas remplacées et donc il faut pouvoir, en organisant, en donnant les moyens aux chefs d'établissement, remplacer les absences courtes. Et bien pour tout ça, il y aura un pacte. Et ce pacte, il vous permettra de gagner encore plus que cette augmentation de base. Et donc on aura des enseignants, quand ils signent le pacte, qui peuvent avoir jusqu'à 500 € de plus par mois de rémunération. Et voilà pour les annonces d'Emmanuel Macron concernant les enseignants. On va les retrouver Arnaud Roussel, professeur d'histoire-géographie, co-secrétaire académique du SNEF-FSU à l'Académie de Montpellier. Bonsoir Arnaud Roussel. Bonsoir. Vous manifestiez ce matin à Ganges, mais vous n'avez pas pu approcher du collège où se trouvait Emmanuel Macron. Comment vous avez pris ces annonces? Vous êtes plutôt satisfait aujourd'hui, même si ce n'est pas une surprise, c'était une promesse de campagne. Alors on a été largement tenu à distance de la venue du président de la République. Alors satisfait, pas vraiment, non, puisque le président avait annoncé 10% pour tous en condition à partir de janvier 2023. Nous sommes au mois d'avril et si on détaille les mesures, on est loin des 10% pour tous. La revalorisation annoncée, je vais voir les détails entre 100 et 230 €, ce sont a priori que des primes qui ne compteront pas pour la retraite que le président persiste à vouloir maintenir à 64 ans malgré l'opposition quand même importante de toutes les organisations syndicales et d'une majorité de citoyens de ce pays. Donc non, on n'est pas vraiment satisfait de ces annonces qui ne sont en fait que du travailler plus pour gagner plus.
comme l'avait voulu un prédécesseur du président. Nicolas Sarkozy, vous pouvez le nommer. Oui, il paraît. J'ai une question à vous poser, vous, en tant qu'enseignant. On connaît la situation dans les lycées, on connaît la situation dans les collèges. Est-ce que vous êtes, a priori, manifestant? Comment voyez-vous la sortie de crise de votre point de vue à vous? Comment est-ce qu'il faudrait que Emmanuel Macron procède? Je ne parle même pas de Papendiaï, tellement il me paraît effacé comme ministre de l'Éducation. Je pense qu'il a complètement raté sa mission au sein de ce gouvernement. Il n'a pas imprimé, il n'imprimera jamais. C'est bien dommage parce que c'est un grand intellectuel. Comment est-ce que vous voyez, vous, la sortie de crise en tant que professeur? La sortie de crise, c'est simplement écouter les corps intermédiaires, écouter ce que disent les citoyens, écouter ce que disent les syndicats qui représentent lors des élections les personnes qui sont dans les salles des profs. Écouter simplement ce qu'ont à dire les gens. Aujourd'hui, il y a eu un semblant de discussion dans un établissement scolaire cadenassé par les forces de l'ordre, un semblant de discussion avec des enseignants sélectionnés, triés sur le volet, et il n'y a pas vraiment eu de contradiction au propos présidentiel. Donc c'est vraiment écouter ce qu'on dit depuis des années. Ça passe par une augmentation générale des salaires pour les enseignants, mais dans toute la fonction publique. Les enseignants ont perdu entre 15 et 25% de pouvoir d'achat ces 20 dernières années. Actuellement, il y a une inflation galopante, alors qui ne touche pas que les profs, loin de là. Mais pour nous, c'est l'État qui nous rémunère, donc c'est une augmentation de salaire pour tous, et bien plus importante que celle qui est annoncée, puis c'est une amélioration aussi des conditions de travail avec des effectifs réduits dans les classes. Et on ne va pas vers ça. Philippe Bilger. Je voudrais continuer dans le registre de Françoise Degois. On a entendu ce que proposait le président et ce qui peut-être est déjà mis en œuvre. Je comprends bien que vous trouviez tout cela incomplet, peut-être même décevant, mais ça existe tout de même. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il ne peut plus susciter une adhésion de la part de votre institution, même lorsqu'il propose des avancées, certes modestes, mais indéniables? Alors, on prendra ce qu'on nous donne, c'est sûr. On ne va pas prendre les petites augmentations qu'il y a, mais elles sont largement insuffisantes. Il y en a qui n'ont rien. Il y en a qui n'ont rien, tout à fait. Ce qu'il faut voir, vous dites, ça se fait déjà. Effectivement, les remplacements dans certains établissements, ça se fait déjà. Mais c'est que lui travailler plus pour gagner plus. Et le principal problème des remplacements, effectivement, quand un prof est absent, il y a 100 parents par jour, à peu près, voire plus, qui voient que le prof n'est pas là. Quand quelqu'un est assis dans un bureau qui n'est pas là, ça se voit beaucoup moins. Un prof qui est absent, ça se voit. Mais le vrai problème, c'est le remplacement des collègues absents. Sur longue durée, moi, dans mon établissement, j'ai une collègue d'anglais qui est absente depuis 6 semaines. Le rectorat n'a pas trouvé de remplaçant. J'ai une collègue de français qui a été absente un mois. Elle est revenue là cette semaine. Le rectorat n'a pas trouvé de remplacement. Et c'est pas sur place les collègues qui ont déjà 1, 2, 3 heures sup qui vont en plus pallier ces absences. C'est là qu'est le problème. Il faut recruter et rémunérer correctement les collègues. Les collègues, et puis les CPE, les assistants d'éducation et les AESH qui ont un rôle extrêmement important également et qui sont quand même sous-payés et méprisés par le ministère. Arnaud, pardonnez-moi, la solution à l'allemande, si j'ose dire, faire des remplacements multimatières. Vous êtes professeur d'histoire-géographie, on vous demande de faire un remplacement par exemple en français. Est-ce que c'est quelque chose, qui vous semble incongru? Totalement, parce qu'on est spécialisé dans une discipline. On a fait des études à la fac spécialisées pour l'histoire, la géographie. Oui, et puis en plus, les Allemands sont beaucoup mieux payés. Hein. Oui, absolument. Mais on peut accepter de le faire en contrepartie, c'est ça. Oui, mais c'est des salaires 20, 30, 40 fois supérieurs. Tout à fait. 40%. Des pays de l'Union européenne où les enseignants sont les moins payés. Avec l'Italie, mon cher, je pense que c'est encore pire chez les Italiens. Ils sont encore plus mal payés que les Français. Oui, on peut toujours trouver pire. Non, mais c'est indigne parce que le niveau est excellent quand même en Italie, donc c'est tout à fait indigne. C'est clair. Sébastien Ménard voulait réagir. Moi, je pourrais vous faire la liste des 20 pays européens où les enseignants et professeurs des écoles sont moins payés qu'en France. Oui, d'accord, mais enfin, si tu prends l'Europe, c'est quand même pas le tiers-monde. On parle des grandes puissances. Des grandes puissances européennes. Et la France est la 6e puissance économique mondiale. Non, mais si on parle des grandes puissances, la France et l'Italie sont les parents pauvres en termes d'éducation. Tu peux pas le contester. Je ne conteste rien. Je dis simplement qu'on a un président qui tente, en tout cas, de revaloriser tel qu'il l'avait promis, tel qu'il s'y était engagé, un certain nombre de compatriotes en première ligne, voilà, celles et ceux qui s'occupent de nos gamins.
j'en ai, et je sais que c'est quelque chose de particulièrement important. On pourrait au moins quelque part dire merci, dire c'était attendu. On peut dire ça suffit pas, évidemment, mais on peut, comme le dit Philippe, reconnaître cela. Voilà. Et là, pour le coup, moi, dans l'interview exclusive obtenue par Jean-Jacques Bourdin, il n'y a rien à jeter. Enfin, tant mieux. Voilà. Si Macron, sur Sud Radio à 17h, c'est tous les jours des annonces comme celle-ci, je peux vous assurer qu'il va remonter très vite dans les sondages. Mais moi, justement, je pense que tu te trompes. Je pense que tu te trompes. Si tu penses, par exemple, que l'affaire du permis de conduire va le faire remonter dans les sondages, je pense que tu te trompes. Alors, c'est pour la suppression, la règle qui est plus de points retirés pour des excès à moins de 5 km/h. Je pense que tu te trompes. Je pense que faire des annonces en disant « Regardez ce que j'annonce », alors que c'est déjà annoncé depuis longtemps, que c'est déjà intégré, je pense que tu te trompes. Je pense qu'il se trompe sur la nature des gens qui sont dans la rue. C'est pas les gauchistes qui sont dans la rue. L'électorat d'Emmanuel Macron, je crois qu'à une majorité écrasante, les profs ont voté premier et second tour pour Emmanuel Macron. Et pourtant, ils sont... Premier tour, pas en 2022. Hein. Non, mais en 2017, oui. En 2017, vraiment, c'était une majorité premier et deuxième tour. Donc, il y a une mauvaise analyse et il y a une façon de réagir qui est à côté. Moi, je le pense vraiment profondément. Arnaud, le mot de la fin en 1 minute. Ce qu'oublie totalement Emmanuel Macron, fait semblant d'oublier, c'est qu'une bonne partie des gens qui contestent sa réforme des retraites et qui contestent sa politique éducative sont des gens qui savent ce que c'est l'extrême droite et qui ont voté pour lui au second tour. Bien sûr. Macron avait annoncé cette victoire m'oblige. Elle l'oblige visiblement à rien du tout. Voilà. Il serait bien inspiré d'écouter les citoyens qui ont voté pour lui au second tour. Voilà. Ça et on est quelques millions. Ça risque de mal finir si cette absence totale d'écoute, ça risque de ne pas très bien finir. On poursuit dans quelques instants ce décryptage de cette interview de Jean-Jacques Bourdin exclusive pour Sud Radio avec cette annonce, on le rappelle, une augmentation entre 100 et 230 euros net en plus par mois pour tous les enseignants, une hausse qui pourrait aller jusqu'à 500 euros par mois. C'était une promesse de campagne confirmée aujourd'hui dans l'Hérault par Emmanuel Macron. Restez avec nous. Et on vous remercie Arnaud Roussel, professeur d'histoire géo et co-secrétaire académique du SNES FSU de l'Académie de Montpellier. Et on part tout de suite à Marseille et à Rochefort avec 2 auditeurs comme eux. Bonne soirée. Merci à vous. Vous connaissez le numéro, ça sonne encore beaucoup. Le 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Merci de nous rejoindre, 17h48, émission consacrée à la visite d'Emmanuel Macron à Ganges dans l'Hérault parce que Jean-Jacques Bourdin a eu le privilège, je ne sais pas si c'est un privilège d'ailleurs, voilà une interview de 10 minutes exclusive. Et que vous pouvez trouver pas sur la chaîne. On a beau critiquer la politique d'Emmanuel Macron, c'est toujours rare d'avoir... Oui, c'est toujours rare d'avoir une interview du président. Et je rappelle que vous pouvez retrouver dès à présent cette interview sur la chaîne YouTube de Sud Radio. On va aller voir ce qu'en pensent les auditeurs parce que ça ne cesse d'appeler depuis tout à l'heure. Ludovic Rochefort en Charente-Maritime. Bonjour Ludovic, ça va? Bonjour Ludovic. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie, bonjour Philippe et bonjour les vrais pros. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis informaticienne dans une collectivité territoriale. Très bien. Alors, qu'avez-vous pensé de l'interview d'Emmanuel Macron sur Sud Radio en exclusivité et de sa visite à Ganges? Alors déjà, tout d'abord, félicitations à Sud Radio pour cette interview. Une belle promotion, une belle image pour vous, quoi qu'on pense du président de la République. Tout d'abord, je voulais rappeler que le président de la République était garant de l'unité nationale. Or, depuis 2017, je combat ces idées, je le considère comme très dangereux et méprisant. Et il n'a cessé de fracturer la société, notre cadre commun, notre socle commun. Donc, je n'ai plus envie de croire un président qui nous dit qu'il va essayer de reconstruire tout ce qui a détruit, porté par le fédéralisme européen, qui est nocif pour nous, pour nous. Donc voilà, moi maintenant la question que je me pose, peut-être que vos éditorialistes vont réagir là-dessus. On connaît le côté narcissique d'Emmanuel Macron, il aime bien avoir l'image sur lui. Il n'arrête pas de faire de la communication, de commenter, etc. et voir en attendant des réactions. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement aussi à côté d'un point de vue politique à l'Assemblée nationale, etc. On n'entend plus rien parce que tout est porté sur le président de la République.
Alors, on va faire réagir nos vraies voix. Philippe Bilger, qu'est-ce qu'il faut lui répondre à Ludovic de Rochefort? Je voudrais lui demander à Ludovic, au fond, vous venez de dire que le président fracturait la société française, qu'il l'avait fait depuis le début. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi qu'il y a eu à son égard, presque d'emblée, une sorte de volonté d'opposition qui n'a rien à voir avec les oppositions des présidences précédentes? De toute façon, ça rejoint un peu votre deuxième question où j'ai mis un commentaire sur Twitter. Les précédents présidents, alors je vais pas parler forcément de Hollande et Sarkozy, mais un peu avant, avaient une certaine légitimité et n'ont pas forcément trahi ni le peuple ni la nation. Lui, il a été dans cette politique de continuité, mais en étant beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide, de volonté de casse, de réforme, et en plus, il a été le président le moins élu au premier tour de la Ve République. Je pense, oui. Je pense qu'on est vraiment sur deux grandes frustrations au sens noble du terme, deux grands moments, 2017 et 2022 surtout, mais les deux où à chaque fois les Français entre deux catastrophes choisissent la moins pire, si je peux m'exprimer ainsi. Moi j'ai fait partie de ces Français qui au second tour ne peuvent pas accepter l'idée que l'extrême droite arrive au pouvoir. J'entends les débileries qui consistent à dire gna gna gna, c'est bien fait pour vous. Oui, en même temps quand vous avez deux maladies gravissimes, vous traitez d'abord la première et vous dites écoutez, on verra après pour la seconde. Donc moi je me sens pas du tout coupable d'avoir fait partie des gens qui ont barré la route à l'extrême droite, et je me sens tout à fait le droit de critiquer ce président. Ce président, il a une part, d'abord dans sa politique, il a une part de responsabilité dans son comportement politique. Je n'ai pas dit sa personnalité. Son comportement politique est outrancier et comment dirais-je, arrogant. Les gens le ressentent profondément. Le seul moment où il y a eu un peu d'état de grâce pour Emmanuel Macron, c'est le seul moment où il a été presque humain, c'est pendant la crise du Covid. Moi, je n'ai quasiment pas émis de critiques, sauf pour le pass sanitaire, bien sûr. Sébastien Ménard. Ludovic, vous parlez de légitimité. Donc, si on parle de légitimité, on va donc parler d'illégitimité. Pour moi, il n'y a pas de problème de légitimité ou d'illégitimité, je dirais, de la classe politique et au premier duquel Emmanuel Macron. On a un problème, en fait, de sacralité du pouvoir. Et moi, je le vois en tant qu'élu local. J'ai été élu, ça fait 20 ans que je suis élu, dans différentes communes. La réalité qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens ne respectent plus la représentation publique. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne respectent plus leur maire, qu'ils ne respectent plus leur instituteur, qu'ils ne respectent plus personne et qu'ils respectent le président de la République. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on déteste plus Macron, qu'on respecte moins Macron. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a désacralisé le pouvoir, on a désacralisé l'exercice du pouvoir. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis, cette capacité macronienne et du gouvernement actuel d'essayer de délayer tout ce qui est la responsabilité d'un homme dans son comportement dans un mouvement social, d'essayer de le délier, de le diluer dans la crise de la représentativité. C'est le cas. On n'a jamais eu autant d'élus locaux qui se font agresser. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, on te parle là d'Emmanuel Macron, du mouvement social. Il y aurait eu un vote à l'Assemblée, même pour la loi, nous n'en serions pas là. Françoise, on va aller voir un autre auditeur. Ludovic de Rochefort. Oui, merci à Ludovic. On va aller retrouver Jean-Pierre Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Pierre, ça va? Bonsoir. Oui, bonjour. Alors, bonjour, vous êtes un petit peu remonté aussi. Vous avez écouté l'interview d'Emmanuel Macron. On imagine qu'il vous a pas forcément convaincu. Je n'arrive pas à écouter plus de 30 secondes. Voilà. Moi, je vais vous dire de quand date mon divorce avec Emmanuel Macron. Il date de la campagne de 2017, quand il est allé affirmer à la télé algérienne, en Algérie, que la France avait commis un crime contre l'humanité en Algérie. Suivi 2 jours après d'un meeting à Marseille où il dit « J'ai jamais dit ça, j'aime les pieds noirs, j'aime les Comoriens, j'aime les Tunisiens, les Algériens ». Je me suis dit que cet homme n'avait aucun principe, aucune conviction, qu'il était capable de dire tout et son contraire pour un plat de lentilles, c'est-à-dire quelques voix. Et je me suis dit immédiatement, très peu de temps après, par-dessus le marché, cet homme n'a aucun sens de l'opposition, aucun goût pour la contradiction, aucune idée même de l'existence d'une idée différente des siennes. Et tout ce qui a été fait par la suite m'a démontré que mon analyse de l'individu était pas si mauvaise que ça. Donc moi, Emmanuel Macron, je considère qu'il fait son job à sa manière,
Il est élu très mal, très mal pour la deuxième fois. Mais quand même légitime, selon vous, tout de même? Il est élu. Donc ceux qui ne sont pas contents de lui aujourd'hui n'ont qu'à se rappeler pour qui ils ont voté il y a quelques mois ou il y a quelques années. Il faut réunir les deux lobes de son cerveau dans ces cas-là. Et je m'adresse directement à certaines personnes sur votre plateau. Oui, donc moi, je dis... Je vais finir, madame, je suis désolé, je vais finir ma phrase. Je vais finir ma phrase parce que vous parlez tout le temps, vous coupez tout le temps. Moi, je vais finir et puis après, je vais raccrocher. Donc ça va aller très bien. Okay, ben, donc moi je suis désolé madame, je suis désolé, moi je considère qu'on n'a pas la possibilité de se plaindre. La seule chose dont est parlé cet homme pendant sa campagne, ça a été la retraite à 64 ans. Donc c'est son seul sujet, c'est la seule chose dont il est parlé. Il a même parlé de 65 ans. Il a même pas fait un meeting là-dessus. Donc à partir de là, il a dit, la mesure que je prendrai, c'est celle-là. Et après, il a fait campagne entre les deux tours en disant surtout pas l'extrême droite, surtout pas ci, surtout pas la peste et le choléra. Donc très bien, les gens ont voté pour lui, il est élu, ils l'ont. Voilà, et il est comme il est depuis le début. Il se fiche mais éperdument de ce qu'on peut lui dire, des idées différentes de l'opposition. Il s'en fiche totalement. Il s'en fiche totalement. Il n'en a rien à faire. Pour rester poli, il n'en a rien à faire. Il fait tout seul. Il avait des députés godillots qui votaient comme un seul homme. Aujourd'hui, il n'a plus de majorité absolue, donc il est très embêté parce que c'est quelque chose qui ne lui convient absolument pas. Et il n'y a pas aujourd'hui de traduction politique du sentiment général du pays. Merci. C'est un vrai blocage. Merci Jean-Pierre de Marseille. On fera réagir les vraies voix après le journal. Ouais. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. 18h08, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio sur le terrain. Jean-Jacques Bourdin a obtenu ce matin une interview en exclusivité d'Emmanuel Macron. On consacre justement cette émission à cette interview de 10 minutes avec des annonces d'Emmanuel Macron, une augmentation de salaire pour les professeurs entre 100 et 230 euros. Emmanuel Macron qui est également revenu sur les retraites, droit dans ses bottes. Je fais ce que je dis. Il nous parlera également de sa relation avec les Français, de cette période qui est plutôt difficile mais qui ne l'arrêtera pas, Philippe. Non, et d'ailleurs beaucoup de réactions. Venez réagir au 0826 300 300 pour donner votre sentiment, vos sentiments sur l'interview d'Emmanuel Macron avec Jean-Jacques Bourdin ou sur sa visite à Ganges qui a quand même été assez mouvementée comme celle d'hier à Célestat. On va aller retrouver tout de suite Catherine à Paris. Catherine, bonsoir. On n'a plus Jean-Pierre. Vous êtes avec nous, Catherine? Oui, je suis avec vous. Alors, on voulait faire réagir d'abord les vraies voix sur les propos de Jean-Pierre. Allez-y, Catherine, alors, vous restez avec nous. Vous prendre dans quelques instants. On avait promis de faire réagir les vraies voix aux propos de Jean-Pierre de Marseille. Est-ce que c'est la mode de ne pas tenir ses promesses, vous savez. Absolument. Quand on entend Jean-Pierre qui disait que c'était le en même temps qu'il ne supportait plus. Exemple, on va en Algérie dire que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et après, on dit que les pieds noirs ont fait des choses extraordinaires pour l'Algérie. J'ai bien aimé l'analyse de Jean-Pierre sur ce plan parce qu'au fond, on aurait pu concevoir que le en même temps, de la part d'un président, s'exprima précisément en même temps à chaque rencontre internationale ou même dans le registre national. Mais le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut se couler à toute force dans l'opinion de son interlocuteur, aussi bien en France que sur le plan international, sauf bien sûr lorsque le peuple majoritairement lui oppose une contradiction qu'il ne supporte pas. Jean-Pierre a totalement raison sur ça. Oui, bien sûr. Moi, au début de l'épopée Macron, j'aimais bien Emmanuel Macron. Je faisais partie des personnes qui le soutenaient, en ce sens qu'il était très attaqué par l'entourage de Hollande, mais je trouvais que finalement, il présentait quelque chose d'intéressant. Jusqu'au jour où il y a eu un fameux meeting à Lyon. Et cet homme qui s'était présenté comme un social-démocrate bon teint a commencé à partir chasser les terres de la droite, avec des références à droite et des discours. Et là, vraiment, j'ai compris. Alors, on a tous un moment de rupture avec Emmanuel Macron. Moi, c'est arrivé assez vite dans la campagne présidentielle, dans sa première, et j'ai compris qu'effectivement, il y avait chez cet homme aucune conviction, sauf peut-être la conviction européenne. Il y avait un opportunisme absolu. Après, je regrette, je le redis au cas où les gens ne l'auraient pas entendu, ce reproche qui est fait à tous ceux qui ont fait barrage à Marine Le Pen en 2017 et en 2022,
et finalement c'est bien fait pour vous ce que vous vivez. Je redis profondément que l'extrême droite, ça n'est pas n'importe quoi, et que entre une catastrophe fondamentale que serait l'arrivée d'un parti au pouvoir d'extrême droite, car moi je considère que le Rassemblement national est encore d'extrême droite, et finalement ce problème majeur de néolibéralisme avec Emmanuel Macron, il fallait d'abord se débarrasser de la maladie la plus invasive, pour moi, je le dis comme ça, et ensuite, eh bien, combattre l'autre. Mais il n'y avait pas photo. Voilà. Sébastien Ménard. Et après, on prend Catherine. Alors, je ne peux voilà, je plus sois au propos de Françoise. Elle vient de la gauche, je viens de la droite. On a soutenu. Non, je n'ai pas soutenu. Non, je fais pas partie des gens qui soutiennent. En 2017, tu as soutenu. Non, je l'ai pas du tout soutenu. J'ai voté Mélenchon au premier tour. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je n'ai pas du tout soutenu Emmanuel Macron. Je t'ai dit que la rupture est arrivée très vite dans la campagne. Alors Sébastien. Aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron qui, très clairement, peut-être, et là je suis d'accord avec Françoise, devrait prendre en considération, je dirais, toutes les composantes de celles et ceux qui lui ont accordé sa confiance. C'est toute la problématique, finalement, du vote. En tout cas, du vote depuis le 21 avril 2002. Donc ça fait quand même 2 décennies qu'on se traîne ça. C'est-à-dire, on ne vote pas pour un engagement, pour un programme, pour un homme, pour une adhésion. On vote pour faire barrage à celle, en l'occurrence, celui il y a 20 ans, et celle, exactement. Donc voilà, ça c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique qu'on se traîne. Pour autant, est-ce que finalement la réponse apportée, la réponse dite du en même temps apportée par Emmanuel Macron n'était pas une condition nécessaire à pouvoir faire fonctionner le pays? La réponse est oui. Est-ce que c'est suffisant? La réponse est non. Ça appelle énormément au 0826 300 300. On était à Auxerre, Rochefort, Marseille, maintenant Paris. Cette interview. Catherine, donc Paris, on vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine? Moi, je suis infirmière. En secteur hospitalier, libéral? Là, je suis récemment à la retraite et je continue à travailler ou à faire des vacations. Alors, vous avez écouté l'interview d'Emmanuel Macron. Vous l'avez trouvé comment, Emmanuel Macron? Moi, j'ai aimé. J'ai aimé ce qu'il a dit. Pourtant, bon, j'ai voté pour lui par défaut. Et qu'est-ce que vous avez aimé? Son courage de dire qu'il maintenait sa réforme. Moi, je suis pour cette réforme parce qu'on ne peut pas faire autrement. On voit que tous les autres pays augmentent l'âge de la retraite. On ne peut pas faire autrement. Moi, je le pense Catherine, vraiment. je voudrais vous poser une question. Si c'est pour économiser 10 milliards sur les retraites et donner, alors on n'a pas encore chiffré, on ne sait pas combien de milliards pour les enseignants, est-ce que c'est pas un peu, une fois de plus, du en même temps? C'est-à-dire, on fait 10 milliards d'économies sur les retraites, mais si on en dépense 15 avec les enseignants ou autre chose, ça ne servait pas à grand-chose de faire 10 milliards d'économies. Oui, mais bon, de toute façon, on y viendra à l'augmentation de l'âge de la retraite et je sais que si quelqu'un d'autre se présente par la suite, il ne reviendra jamais en arrière non plus. Ça, j'en suis convaincue. Et moi, franchement, j'aimerais bien savoir ce que ferait M. Mélenchon ou Mme Le Pen à sa place. M. Macron, il essaye de faire pour le mieux, de façon souvent maladroite, mais il fait pour le mieux. Et moi, je le trouve courageux, même si je ne suis pas totalement d'accord avec... moi, je trouve que c'est... Je préfère avoir un président comme M. Macron quand je vois les autres. Franchement, en plus, moi, je reçois dans mon travail des gens du monde entier qui rêvent que d'une chose, c'est de vivre dans notre pays. Et franchement, moi, je suis pas une victime, je suis responsable, je suis une citoyenne, je vais voter. Et quand je vois tout ce qui se passe là dans la rue, cette violence, je trouve ça terrible. C'est un discours qu'on entend de moins en moins en ce moment. Oui, mais justement, j'allais dire que Catherine, c'est triste d'avoir à le dire, est relativement courageuse. Mais Catherine, est-ce que j'ai compris ce que votre analyse? Comment expliquez-vous alors que, à tort ou à raison, on perçoit comme majoritaire une opposition de la communauté nationale à l'encontre d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui, à votre avis, explique cette hostilité? C'est un... Je sais pas, les gens sont... Moi, je sens...
beaucoup de personnes, mais moi j'ai des amis qui pensent comme moi, hein, et ça, vous en parlez, je trouve moins. Il y a cette insatisfaction chronique de je sais pas, je vais dire des Français, étant donné que je reçois des gens du monde entier qui ont pas, et je vois comment les gens en général, il y a cette insatisfaction, jamais content. Là, il dirait, je vais augmenter de 50%. Les gens, je sais pas, il y a cette insatisfaction qui pour moi vraiment comme une maladie. Quoi. Sébastien Ménard veut vous répondre. Oui. Alors, déjà, merci Catherine, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Philippe. Aujourd'hui, être en soutien d'une manière ou d'une autre du président de la République, c'est suffisamment rare pour être souligné. Donc merci pour votre intervention. Et en plus, ce que vous avancez est pour moi frappé au coin du bon sens. C'est que qu'est-ce qu'on aurait pu avoir en lieu et place d'Emmanuel Macron ? Non mais franchement... Il y a des gens très bien. Madame Le Pen ? Non, moi, Mélenchon, ça aurait été très bien. Mais Mélenchon, pour accéder, pour être président de la République, il fallait qu'il se qualifie au deuxième tour. Mélenchon n'était pas au deuxième tour, n'a jamais été au deuxième tour de l'élection présidentielle et ne sera jamais au deuxième tour de l'élection présidentielle. Catherine, elle pose une question en disant qu'est-ce qu'ils auraient fait de mieux. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Marine Le Pen, c'est pas mon sujet. Marine Le Pen, elle a changé 17 fois sur les retraites. Elle était pour 65 ans, 64. Donc on s'en moque un peu de ce que moi ça ne m'intéresse pas. Marine Le Pen, elle a une besace vide sur la question des retraites et d'ailleurs le Rassemblement national n'a rien fait, n'a rien proposé. On est d'accord. Voilà. Après, moi je pense que la gauche avait une solution alternative. Déjà, il y a une sagesse qui aurait voulu qu'on ne fasse pas cette réforme à ce moment précis de l'histoire. Elle n'était pas nécessaire. Je vous rappelle quand même que Esther Duflo, qui n'est pas soupçonnée d'être une gauchiste échevelée, notre prix Nobel d'économie de 2019, devient à son tour une intellectuelle terroriste de gauche, pour reprendre le vocable charmant de Gérald Darmanin, et celui d'Emmanuel Macron qui traite Pierre Ronzan-Vallon, qui a le malheur de le critiquer, de militant. Esther Duflo dit, cette réforme, bien sûr, n'était pas nécessaire financièrement, ni à 30 ans, ni à 40 ans, ni à 50 ans. Donc, je pense que, bien sûr qu'on aurait fait mieux. On aurait fait mieux sur l'idée déjà de ne pas le faire à cet instant précis de l'histoire. Après, si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Moi, j'entends ce que vous dites, Catherine. Je pense pas du tout que vous soyez une héroïne. Je pense pas que vous soyez une héroïne à défendre Emmanuel Macron. Je me suis tellement retrouvé à défendre François Hollande quand il était à 15%. Mais honnêtement, on voit où ça mène, Françoise. Mais honnêtement, Catherine, sérieusement, tout ce discours sur les passions tristes françaises, etc., ça me fatigue. Arrêtez de penser que les gens... Mais c'est la vérité. Mais arrêtez. On n'a pas fait le temps. Les gens, ils passent. Merci Catherine de m'aider, Sébastien. Ne lâchez rien. Voilà. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous pour les vraies voix et ça continue d'appeler Philippe. Beaucoup au 0826 300 300. On prend dans la direction de la Dordogne. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur les vraies voix, 18h22, émission consacrée à cette interview exclusive qu'a donnée Emmanuel Macron à Jean-Jacques Bourdin, en exclusivité donc pour Sud Radio. Emmanuel Macron qui annonce une augmentation des salaires pour les professeurs. Il s'est exprimé également sur les retraites. Il fait ce qu'il a dit. L'essentiel est de faire des économies en substance. Emmanuel Macron interrogé également par Jean-Jacques Bourdin sur le désamour des Français. Écoutez la réponse du chef de l'État. Personne ne peut parler au nom des Français. Le président de la République peut le faire quand il est à l'étranger. Il faut tous qu'on ait beaucoup d'humilité. Nous sommes un pays unique, que j'aime au-delà de tout parce que je lui donne, voilà, je dirais ma vie, dans les temps heureux comme dans les temps plus difficiles. Mais c'est nous. Et donc, il faut tenir dans ces moments-là. Et je ne le mettrai pas sur le plan de l'amour. C'est pas, vous savez, quand on prend des responsabilités politiques, je pense qu'on cherche à être respecté et on cherche à ce que les gens aient confiance en vous quand les temps sont difficiles. Moi, je n'oublierai jamais que quand j'ai demandé aux Françaises et aux Français de faire des choses parfois difficiles pendant le Covid, y compris sans aucun texte, ils l'ont fait. Et on est un pays extraordinaire qui, il y a quelques mois, s'est mobilisé pour protéger les plus fragiles, pour aller vacciner et autres. À un moment, cette autorité, vous pouvez la voir quand ils savent que vous leur dites la vérité et que vous savez porter y compris les décisions impopulaires. Et donc, je prends toute ma part de responsabilité. J'ai été chercher une confiance que j'ai obtenue sur des décisions que j'assume. C'est un moment qui n'est pas agréable,
où il y a des gens qui sont très en colère, vous avez toujours des gens qui ne vous aiment pas, et j'aurai toujours des gens qui ne m'aiment pas. Et il en est de la vie d'une nation comme de celle d'une famille ou autre. Il ne faut pas s'en arrêter là. Il faut essayer de convaincre, mais il faut surtout avancer pour le collectif. Et donc ce qui m'importe, c'est d'avancer pour le pays. Et donc oui, les temps sont difficiles, mais c'est pas ça qui m'arrêtera de continuer d'aller au-devant de nos compatriotes d'une part, d'expliquer, de parler, d'essayer de convaincre, et puis surtout d'avancer sur les grands chantiers de la nation que je présentais lundi, comme l'école aujourd'hui. Emmanuel Macron, au micro de Jean-Jacques Bourdin en exclusivité pour Sud Radio en partenariat avec Midi Libre. On va aller retrouver un de nos nombreux auditeurs, Arturo, qui nous vient de Dordogne. Bonjour, bonsoir. Quand vous écoutez Emmanuel Macron parler à cœur ouvert de ses sentiments par rapport au désamour des Français, qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors déjà, à cœur ouvert, ça me fait vraiment rigoler. Faut pas oublier que M. Macron est quelqu'un qui maîtrise extrêmement bien le dialogue. C'est une personne qui nous présente quelque chose de très apaisé, alors que dans le même temps, les gens ressentent et le voient bien. Il y a du mensonge, et on n'est pas dans une situation où il y a de l'espoir. Moi, je suis né en 90. Avant, on avait l'impression que le futur serait meilleur. Aujourd'hui, c'est absolument pas le cas. On voit qu'il y a tout qui se casse la gueule, pour faire simple. Et je me demande comment quelqu'un comme lui, qui est un banquier d'affaires, qui a bradé l'Alstom aux Américains, donc qui quelque part a participé à détruire notre industrie. Donc l'industrie embauche des PME, le travail justement permet de pouvoir avoir de la croissance. Donc dans un moment où il défend la libération, dans un moment où on se retrouve avec une hausse des prix de partout. Et moi je suis commercial dans l'énergie, on va avoir une hausse des prix qui va être incroyable au niveau de l'énergie parce qu'on va rattraper le niveau européen. Enfin, les gens, en tout cas, sont en train de manifester parce qu'ils voient que tout ce qui se passe, c'est uniquement de la détérioration de leurs conditions de vie. Et qu'à côté de ça, il n'y a aucune réponse concrète. Quand ils nous parlent des enseignants, alors c'est bien, tout le monde a des enfants, moi j'en ai pas, mais tout le monde a des enfants, s'inquiète pour leur avenir. Donc il sait aussi qu'il répond aux gens en leur disant on se préoccupe de votre avenir. Les soins, c'est des grands sujets du quotidien. Et comme disaient un de vos interlocuteurs, c'est facile de faire des grandes annonces, mais s'il n'y a rien qui tient derrière. Et de l'autre côté, on a des taxes à gogo partout, mais à quel moment est-ce qu'on va chercher de l'argent sur l'évasion fiscale, sur toutes ces grandes entreprises du CAC 40 auxquelles on a fait des cadeaux? Moi, en 2020, j'étais dans le tabac, je travaillais pour un fabricant de cigarettes. Ils ont refusé les aides de l'État parce qu'ils ont fait plus de chiffre d'affaires qu'ils n'en ont jamais fait. Mais sinon, ils pouvaient bénéficier des aides de l'État, qui leur payaient les salaires, etc. Donc en fait, d'un côté, on fait des cadeaux à 40 milliards. On a 80 personnes, je crois un chiffre délirant, qui va chasser 80 milliards d'euros d'évasion fiscale. Et à côté de ça, il nous dit « Oh je tiens bon, je vais redresser la barre, je suis toujours là, il faut assumer ses choix ». Il fait que de la communication. On voit très bien leur dernière réunion, là c'était en train de paraître, les formulations qui sont employées, comme M. Darmanin, la retraite de toute façon ils l'ont bouffé. Donc oui, en fait, ils déroulent le tapis de leur amélioration continue, comme on connaît dans les grandes entreprises. Le programme, il est clair, c'est pas des gens qui tatillonnent, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire depuis le début, et en fait, ils déroulent tout ça, mais en force, avec une énorme violence. Alors, quand on compare ça à la violence des manifestants, mais moi, je vais pas manifester parce que je travaille et que j'ai pas envie de me prendre un tir de LBD ou une grenade dans la tête, et que je peux pas me permettre d'aller en plus en manifestation, parce que je travaille, généralement, ces jours-là. À quel moment est-ce que quand on commande des grenades comme il a fait pour plusieurs millions d'euros, à quel moment quand on donne 1,6 milliard d'euros à la fondation Bill Gates qui n'en a absolument pas besoin, on peut se permettre d'aller tacler sur la retraite des gens qui galèrent? Moi je travaille comme malade 6 jours sur 7, j'éclate les 70 heures semaine, je dépends de la commission. Quand je vois que des gens qui ont fait des économies toute leur vie sur des chantiers à 20 000 euros, on leur prend encore 20% de TVA, à quel moment tout ça c'est justifié? Donc l'argent ils vont le chercher, mais leur seule réponse c'est la taxation, comme celle de loi à venir, et au final ils déroulent un tapis qui nous écrase, et voilà, et à côté il fait de la communication, il fait semblant de nous avoir écoutés. Donc vous voyez, moi, je parle sans haine, et pourtant je suis très très en colère. Mon projet à moi c'est de quitter la France, parce que je pense que malheureusement on va vers une chute qui ne va pas s'arrêter demain. Merci beaucoup Arturo. Réaction très très rapide. Très rapide, c'est dur parce que ça appelle... Je suis frappé en écoutant la réaction d'Arturo. J'ai l'impression que quoi que fasse ou ne fasse pas le président, de toute manière, il ne pourra plus franchir le mur de l'adhésion, si j'ose dire. Deuxième élément, le sujet de Sud Radio, c'est le désamour. Moi, je crois, contrairement
à peut-être l'opinion d'autres ici, que le président ne se repliera pas sur l'Élysée. Il a une sorte de volupté sacrificielle à montrer à quel point il est prêt à affronter les oppositions, même les plus dures, les plus violentes. Parce que malheureusement, il a une image présidentielle qui est Françoise, rapidement, très parce que forte. c'est vrai que c'est pub, il y en a beaucoup. Hein, je pense moi que plus rien ne peut regagner la confiance chez Emmanuel Macron. Quand on entend Arturo, c'est extrêmement argumenté. Et deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec vous. Je sais que tout le monde m'explique qu'il va accélérer, etc. L'image sacrificielle, vous en faites un personnage fitzgéraldien de roman qu'il n'est pas. Et je pense véritablement qu'il a déjà reculé aujourd'hui. Il n'est même pas allé au contact de la foule parce que hier, ça s'est tellement mal placé. Et vous verrez qu'il va voir si les sondages remontent. Mais comme ils ne vont pas remonter, il arrêtera sa grande vadrouille, c'est évident. Malheureusement, il a une prédisposition, et c'est ce qu'il faut retenir, à dire la vérité, à porter des décisions impopulaires. Et c'est suffisamment rare aussi pour être retenu, à assumer, à continuer à avancer. C'est ce dont la France a besoin. Tous les présidents disent ça quand ça va mal. Malheureusement, on est obligé de faire un petit arrêt. Merci Arturo on de se retrouve Dordogne. dans quelques instants, et puis avec le résultat de notre sondage, pour mon le cher coup de Philippe. projecteur, sondage IFOP qu'on va décrypter en votre compagnie. Macron est-il le président le plus détesté de la 5e République? Ça vote beaucoup, vous êtes 97% à dire oui. On va en parler avec Jean-Philippe Dubrul de l'IFOP. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre, 18h33, émission spéciale consacrée à l'interview d'Emmanuel Macron en exclusivité à Sud Radio. C'était ce matin à Ganges, dans l'Hérault. Et toujours avec nos vraies voix, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard et de nombreux auditeurs qui n'arrêtent pas de nous appeler, mon cher Philippe. Mais tout de suite, notre coup de projecteur, c'est un sondage IFOP. On peut saluer quand même la qualité des auditeurs. Je le dis parce qu'on a eu, on a eu vraiment des opinions extrêmement différentes, macronistes, des gens qui sont plutôt pour Marine Le Pen, plutôt à gauche, mais vraiment une qualité. Emmanuel Macron devrait écouter les auditeurs des radios. Il saurait qu'est-ce que c'est le bon sens qu'il manie en permanence. Ça, c'est très intéressant. Et on en profite pour féliciter l'équipe. Zach au standard qui n'arrête pas. Ouais. On a Aurore qui met les vidéos, Benoît Web et Justine et Félix qui préparent l'émission avec nous. Et c'est l'heure du coup de projecteur. Un coup de projecteur, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, dévoilé aujourd'hui, qui est catastrophique pour Emmanuel Macron. On va le décrypter tout de suite avec Jean-Philippe Dubrul, directeur à l'IFOP. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Alors nous, on a posé cette question sur Twitter. Hashtag IFOP, Macron est-il le président le plus détesté de la 5e République? Et vous êtes 97% à dire oui. Venez réagir au 0826 300 300. Jean-Philippe Dubrul. Alors on va commencer directement, bille en tête, comme on dit, on est la station du rugby. Est-ce que Emmanuel Macron est vraiment le président le plus détesté de la 5e? Oui, mais... une réponse de Gascon pour rester dans les terres de macroniste. Oui, mais en même temps... Oui, mais il n'y a pas en même temps. Réponse garantie sans en même temps. Mais une petite mise au point d'abord. On parle d'aimer ou de détester un président. Moi, je vais vous parler d'historique de code de popularité, parce qu'à l'IFOP, on a des codes de popularité des présidents depuis De Gaulle sous la 5e. Or, il y a eu déjà des présidents moins populaires que Emmanuel Macron. Enfin, il y en a eu un, c'est François Hollande. François Hollande a eu des codes de popularité absolument catastrophiques. Il est descendu sous les 20% d'approbation. Aucun autre président, même pas Macron, n'est arrivé à ce niveau-là. Donc ça, c'est une première chose. Macron n'est pas le président le plus impopulaire de la 5e. Est-ce que je peux mettre... Laissez-le développer. Je ne lui kiffais pas. Je veux dire que les raisons de l'impopularité ne sont pas les mêmes pour Macron et pour Hollande. Voilà. Hollande, il était dans le ridicule en réalité. Hollande était méprisé. C'est pour ça, en fait. Complètement. Et voilà, Françoise m'a doublé. J'allais y venir, justement. J'allais y venir. Elle vous a doublé par la gauche. Toujours. Macron n'est pas le plus impopulaire parce qu'il a un socle, en fait, entre un quart et un tiers de la population qui est derrière lui. Mais parmi les gens qui ne l'apprécient pas ou qui n'aiment pas son action, en fait, ces gens-là sont chauffés à blanc. Et dans la dernière mesure qu'on a faite, IFOP fiducial pour Paris Match Sud Radio, justement, au début de mois, on voyait que 71% des Français nous disaient ne pas approuver son action, largement majoritaire. Mais parmi ces 71%, c'était combien? 46%, en gros quasiment la moitié des gens, n'approuvaient pas du tout. C'est la réponse la plus forte. Et en fait, le nœud de la détestation d'Emmanuel Macron, il est là. C'est-à-dire que oui, Hollande était moins populaire, parce que oui, comme disait François, il y avait une accusation de ridicule ou d'incompétence.
Mais vis-à-vis d'Emmanuel Macron, en dehors de son socle qui soutient, la réaction contre lui, elle est épidermique, elle est en réaction à la perception d'un certain mépris, d'une culture du passage en force, du fait de donner des leçons, parce que c'est quelque chose que, enfin, c'est même pas moi qui dis, c'est les gens qui répondent à notre sondage depuis maintenant 6 ans et qui nous répondent les petites phrases qu'a semé Emmanuel Macron depuis son élection, on les rebalance encore. Philippe Bilger. Est-ce que Jean-Philippe de Brul, justement, la comparaison faite entre les précédents présidents et Emmanuel Macron, est-ce qu'elle a grand sens dans la mesure où on peut considérer qu'aussi virulente qu'aient été les oppositions aux précédents présidents, elle relevait même de manière éclatante, voire dévoyée, d'une opposition purement politique. Tandis que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, presque depuis le début, c'est son être même qui n'est pas supporté. Et donc, c'est comme lui reprocher de ne pas pouvoir s'éloigner de lui-même. Et en permanence, plus il agit, plus il cherche à se rapprocher, plus il s'éloigne en réalité des citoyens. Françoise de Gouin, il fait rire. Mais non, c'est pas ça, il me fait rire. Bon, Françoise, en tout cas, tu as retenu que Macron est quand même bien meilleur qu'Hollande. Vous y attendiez, Françoise, quand même. Vous saviez ? Quoi? Que François Hollande était plus impopulaire qu'Emmanuel Macron. C'est moi-même qui ai donné l'explication tout à l'heure. Oui, d'accord, bien mais sûr, quand même. il est descendu à 15% parce qu'il y avait ça a été terrible, ce dont a été frappé François Hollande, mais je pense que Jean-Philippe sera d'accord. Il a été frappé de ridiculitude, en réalité. Entre le mépris et la haine. Alors que Emmanuel Macron, il répondra à la réponse de Philippe Bilger, qui est dans une défense. Jamais je l'ai vu comme ça. Il est extraordinaire. C'est beau comme du Mozart. La façon dont vous défendez. Mais dire, Françoise, qu'il est malheureusement victime tout le temps de lui-même, c'est terrible. Alors, bravo. je voulais juste dire, Jean-Philippe, je regarde surtout les traits d'image. Mais il faudrait peut-être déjà qu'il réponde à la question de Philippe Bilger. Mais Jean-Philippe ne veut pas. Alors Jean-Philippe, je regarde sur la sincérité, 25%, c'est accablant. L'autoritarisme, on le sait. Mais je regarde les mesures, la sincérité, la justesse, rassurant, capable de rassembler les Français. Là, je pense que François Hollande, on le met à part parce que frappé de ridiculitude, encore une fois, et de médiocrité, je pense qu'aucun président n'a été sur ces traits d'image-là pareillement enfoncé, en fait. Jean-Philippe Dubrul pourrait répondre à la question de la bilgéritude. Voilà. Alors, est-ce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est pas qu'on conteste et qu'on s'attaque à sa propre personne, hein, c'était ça la question. Je rappellerai le président Nicolas Sarkozy. C'est quand même le seul, c'était pendant la campagne, je pense, de 2007, c'est quand même le seul où un grand périodique français avait titré « Cet homme est fou ». Grosso modo, enfin, il y a eu quand même autour de la personnalité de Nicolas Sarkozy avait cristallisé quand même énormément de réactions sur vraiment sa personne. Le voyou de la République, vous vous souvenez, Marianne, le voyou de la République. Très clivant. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas retrouvé à l'égard d'Emmanuel Macron. Par contre, il est vrai que les réactions épidermiques d'une grande partie de l'opinion à l'égard du président actuel se font sur sa personne. Voilà, Françoise, une fois de plus, m'a coupé l'herbe sous le pied. Françoise a énuméré les différents traits d'image qu'on a mesurés à l'égard de Macron. Voilà, on dit pour chacun des traits d'image suivants, est-ce que pour vous ça s'applique bien, ça s'applique mal à Emmanuel Macron? Ce qu'on remarque, c'est que quand on demande aux gens est-ce qu'il est sincère, c'est que pour un quart des gens, c'est que pour 25%. En 2018, donc si je reprends mandat précédent, 1 an après son élection, comme maintenant, aujourd'hui sincère pour 25% des Français, c'était pour 44% il y a 5 ans. Juste pour 24% aujourd'hui, c'était 37% il y a 5 ans. Capable de rassembler les Français, c'est 17% aujourd'hui. C'était 33 il y a 5 ans, et même 17% pour un président capable de rassembler les Français, moi j'ai jamais vu ça. Donc oui, il y a il s'est passé quelque chose depuis cette réforme des retraites, parce qu'on a posé les mêmes questions au début 2022, c'était pas aussi catastrophique. Il s'est passé ce qu'on appelle une rupture d'opinion, c'est-à-dire que l'attitude de l'exécutif et d'Emmanuel Macron en particulier a laissé plein de gens sur le carreau. On va aller voir Jean-Philippe Dubrul, on va aller voir Yann à Mont-de-Marsan, on va rester avec nous Jean-Philippe. Dans les Landes, Yann, ça vous étonne quand on dit que François Hollande c'était peut-être encore pire qu'Emmanuel Macron? C'est quoi votre analyse? C'est pas ça le sujet. Oui, alors déjà bonsoir à tous. Effectivement, c'est pas le sujet. Bonsoir, et effectivement, c'est pas le sujet. Emmanuel Macron, très clairement, moi je pensais qu'il était pire que Hollande aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. C'était l'indication qui figurait
figurer sous votre note. Si le sondage était refait là, dans les 8 jours qui viennent, je ne suis pas persuadé qu'il ne soit pas en train de chercher du pétrole, Emmanuel Macron. Parce qu'au bout d'un moment, c'est juste pas possible. Emmanuel Macron n'écoute personne. Alors moi, vous savez, comme on dit dans les milieux informés, vous savez, j'ai quand même quelques contacts encore sur Paris, et notamment dans les milieux politiques. Emmanuel Macron n'écoute personne. C'est-à-dire qu'il s'en fout complètement que les gens soient dans la rue. Il me fait vraiment penser à Néron, et très clairement, il est en train de remettre de l'huile sur le feu. Il ne faut pas oublier que Néron était fou. Donc Néron, qu'on accuse d'avoir brûlé, on accuse Néron. Non, c'est pas que mon point de vue. C'est pas que mon point de vue, Philippe. Très clairement, lisez la presse étrangère, lisez la presse allemande, et la presse allemande est en train d'expliquer que Macron, c'est Néron. Néron était un fou. Alors, a priori, c'est une fake news. A priori, c'est une fake news qui a été démentie. C'était pas, ça a été une erreur ou une volonté peut-être une erreur volontaire. Je suis d'accord avec Philippe Bilger, c'est totalement absurde. Enfin, par ailleurs, mon cher ami de Mont-de-Marsan, la réalité historique, nous ne savons pas si Néron véritablement a mis le feu à Rome et surtout a joué de la lyre pendant que Rome brûlait. Il a même fait l'objet d'une réhabilitation par un grand historien. Je dirais plutôt que si on doit le comparer à un personnage, c'est Macron. Macron, vous savez qui était Macron? C'était le patron de la garde prétorienne de Caligula. Alors, Caligula, dite petite botte, on peut considérer, vous savez, Caligula, quand il arrive au pouvoir, il est adoré, il est jeune, il peut réformer Rome, etc. Et ça finit assez mal. S'il y a une comparaison antique à faire pour Emmanuel Macron, je dirais plutôt Caligula que Néron. Avant de donner la parole à Jean-Philippe Dubrul, Sébastien Ménard, on parle beaucoup d'empereurs romains dans cette émission de Gaulois réfractaires. Je pense que on n'a pas affaire à un empereur romain, on a affaire à effectivement des Françaises et des Français qui sont réfractaires au changement, qui quelque part ont du mal, et tout le monde a mal aujourd'hui. Il suffit de regarder, d'ouvrir sa boîte aux lettres pour comprendre que les fins de mois sont difficiles. Il suffit de regarder quand on voit que 43% aujourd'hui des Français ne mangent plus à leur faim. Ça, c'est une réalité. C'est pas qu'une réalité politique, c'est aussi une réalité comptable, celle des petites gens et celle des fins de mois. Jean-Philippe, je suis d'accord avec lui. Je pense que Sébastien, je veux bien que tu noies tout et dans tout et en même temps. La réalité, je pense qu'il y a une rupture d'opinion sur la question des retraites. Mais rien n'est jamais définitif. Il me semble que si Emmanuel Macron avait eu la capacité de dire ok, je fais un pas de recul, nous n'aurions pas ces traits d'image. Je me tourne vers Jean-Philippe, mais je pense que je comprends très bien la stratégie macroniste qui consiste à tournoyer, il n'est pas responsable et il fait de son mieux, etc. Et tout ça, c'est le pouvoir d'achat d'un grand tout. Non, je pense que vraiment c'est la question de la façon dont a été gérée la réforme des retraites qui crée ces images. Je ne t'ai d'ailleurs jamais dit le contraire. Bah si, tu non, Jean-Philippe Dubrul va vous répondre. Mais vous dites rien n'est définitif, Sébastien. Alors, Jean-Philippe Dubrul, est-ce qu'on en a vu renaître de leurs cendres? Est-ce que c'est la retraite déjà? Comment dire? Déjà, je vais prendre les éléments à l'envers. L'une des spécificités d'Emmanuel Macron en termes de popularité, comme on a pu le mesurer, c'était sa capacité à rebondir. Il faut rappeler qu'il a été au pont du trou en décembre 2019, décembre 2018, avec la crise des Gilets jaunes. Or, il est remonté à des niveaux très, très importants, alors à la faveur de l'actualité, évidemment, mais voilà, Macron a cette capacité de rebond en termes de popularité qu'on n'a pas vu chez d'autres. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je rebondis sur quelque chose que disait Françoise, qui lui prêtait à Emmanuel Macron une incapacité à faire un pas de recul. Et c'est, à mon sens, l'un des soucis, en tout cas, d'Emmanuel Macron avec l'opinion, qui est, en gros, peut-on avoir raison contre le reste du monde? Peut-on agir pour le bien des gens malgré eux, et peut-on passer son temps, et là j'étends ça à toute la majorité, peut-on passer son temps à dire, texto ça a été dit, que les gens ne sont pas assez intelligents pour comprendre ce qui est bon pour eux. Bien sûr. Je rappelle les propos de Gilles Legendre, c'est un état d'esprit général. La majorité avait trop subtile, trop intelligente. Enfin, Gilles Legendre, c'est pas l'alpha et l'oméga de la Macronie. Mais Macron se dit comme ça. Macron se dit comme ça. Je ne sais plus si c'est Olivier Véran ou Clément Beaune qui parlait du parti de la raison versus les autres. Enfin voilà, il y a ces choses-là. En tout cas, l'incapacité à faire un pas de recul, c'est une chose. Emmanuel Macron, dans sa construction, a pu être marqué par Hollande, qui est un peu l'exemple contraire pour lui. Donc, bon, admettons, je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, mais en tout cas, ce qu'on mesure dans la politique et la posture de l'exécutif et d'Emmanuel Macron, c'est bien en tout cas une incapacité à concéder quoi que ce soit. C'est-à-dire que même Nicolas Sarkozy, il avait dit, je suis moins doué que d'autres politiques pour l'imiter, je ne vais pas le faire, mais Nicolas Sarkozy, il a dit, j'ai changé.
Il l'a dit plusieurs fois. Oui. Jean-Philippe Dubrul, on a passé le temps. Jean-Philippe Dubrul, vous restez avec nous jusqu'à 19h. Merci à Yann. Tout à fait. Merci à Yann de Mont-de-Marsan d'avoir été avec nous. Vous êtes très macroniste et autoritaire, en fait. Vous êtes un vrai macroniste, David. Je vous ai à l'œil. À tout de suite. Je vous ai à l'œil. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Stéphanie Demuru. 18h51, ça n'arrête pas au Standard. Le Standard va exposer manifestement. Vous êtes extrêmement inspiré par cette interview d'Emmanuel Macron accordée en exclusivité à Sud Radio. On va retrouver notre auditeur fil rouge, Gérald d'Auxerre. Gérald, vous avez un petit peu suivi les débats, le décryptage, les autres auditeurs. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Alors, rebonsoir. Bonsoir, Gérald. Mon sentiment, c'est que j'ai plusieurs questions. La première, est-ce qu'on est réellement encore en démocratie à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'avec tous les 49.3 qui sont passés, avec la manière dont il s'est comporté, je pense que il a toujours joué un rôle, en fait, c'est pas lui qui gouverne la France, c'est pas vrai. Ce sont les puissances financières. Donc, derrière tout ça, il a des missions, et ces missions, il les applique au doigt et à l'œil. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'il est capable, je dirais, d'avoir un sentiment réel pour redonner confiance aux Français? Je suis pas sûr du tout, puisque moi, je n'ai pas du tout confiance en cette personne. Je n'ai plus confiance, je dirais, dans la politique réellement, parce que on nous promet des choses. Et puis, la manière dont c'est appliqué, je pense que le peuple aurait dû avoir au moins un avis à donner, ce qui n'a pas été le cas. En gros, je fais ce que je veux. L'auditeur tout à l'heure a été très très dur. Moi, je dirais pas que c'est un petit néron. C'est pas ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui représente en fait la puissance financière qui lui dicte ce qu'il doit faire. Et c'est ça le problème. Derrière tout ça, moi, je vois pas Macron reculer en disant OK, d'accord, on va donner la parole au peuple, on va faire un référendum, et puis on verra ce que ça donnera. Or, je vois pas ça comme ça. C'est impossible. Il peut pas reculer. Toutes les réformes qu'il va mettre en place, moi je me demande s'il aime la France et les citoyens et les citoyennes. Il aime personne. C'est-à-dire quand il est face à une caméra, il est dédaigneux, il est méprisant, il a des rires qui m'horripilent, quoi. Gérald, on va faire réagir les vraies voix parce que je pense qu'on n'aura même pas le temps de prendre la dernière auditrice. On va essayer, je vous demande d'être très court pour prendre la dernière auditrice. Est-ce que c'est pas le sparadrap du capitaine Haddock du président des très riches qu'avait dit François Hollande? Non, c'est surtout François Hollande l'a dit. Oui, et Mélenchon l'avait théorisé. Moi, juste un mot sur Emmanuel Macron. Je ne suis pas dans le complotisme. Je ne sais pas. Je pense qu'il a une feuille de route, oui, bien sûr, mais ça correspond surtout à ses idées. C'est un vrai pur néolibéral. C'est vraiment un pur anglo-saxon, Emmanuel Macron. Je ne sais pas s'il aime la France ou pas. En tout cas, il aime son bout de Pyrénées. Ça, c'est évident. Et il explique qu'il veut pas laisser des déficits et des dettes pour les prochaines générations. Il l'a dit plusieurs fois lors de cette interview. Le problème étant que je ne vois pas comment il peut arriver, et je le redis, il n'y aura pas de pirouette à régler ce fossé sur son insincérité. Ce que j'entends dans tous les témoignages des auditeurs, c'est on ne se laissera plus avoir. Il y a la force de l'insincérité. Je pense que c'est probablement avec l'arrogance ce qui le qualifie le plus. Ce que je n'aime pas, mais Gérald a tout à fait le droit d'avoir l'opinion qu'il vient d'exprimer. Ce que je n'aime pas dans la tonalité de son propos, c'est qu'il veut faire croire qu'Emmanuel Macron est le jouet d'autres puissances que les siennes propres. On peut tout reprocher à Emmanuel Macron, mais il est totalement responsable du mal qu'il a accompli. Et on peut reprocher beaucoup de choses à Emmanuel Macron, mais on ne peut pas en tout cas douter de sa sincérité à aimer la France, à aimer les différentes cartes postales. J'en ai partagé un certain nombre avec lui, et d'aimer les Françaises et les Français avec qui on a passé, avec qui on passe encore de merveilleux moments. Alors, Jean-Philippe Dubrul. Comment on explique cette fracture entre ce que tu nous dis d'Emmanuel Macron, qui serait un passionné amoureux de la France, et la façon dont c'est ressenti? Ça s'appelle l'exercice du pouvoir. Non, mais moi je crois pas. Je pense que vraiment les gens ressentent les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'on veut nous les montrer. On va demander à Jean-Philippe Dubrul pour conclure. Les perroquets. Non, là-dessus, on a déjà posé des questions, notamment pour Sud Radio. On demandait aux Français régulièrement, d'après vous, est-ce que chacune des catégories de population suivantes, elle est gagnante ou elle est perdante dans la politique d'Emmanuel Macron? Et force était de constater que, en gros, tout en haut des catégories jugées gagnantes de la réforme d'Emmanuel Macron, de politique, vous aviez les entreprises et grosso modo, les Français les plus aisés. Et tout en bas, vous aviez les habitants des zones rurales et les plus pauvres.
pour faire simple. Donc vraiment au sein de l'opinion, enfin chez les Français, il y a une perception très intériorisée que Emmanuel Macron, dans sa manière de gouverner et dans ses priorités, il emporte déjà pas l'ensemble du pays, très clairement, et qu'en plus il favorise peut-être les plus aisés. Je conclue là-dessus, président des riches, ça remonte dans les questions qu'on posait aux Français, que spontanément ils nous donnaient des éléments de leur parole. Président des riches, c'est dès l'été 2017 avec le coup de rabot sur les APL. Et ça n'a jamais quitté les déclarations, les retours des gens sur C'est Mélenchon qui lui a collé ce sparadrap dont il n'arrive pas à se défaire. Président des riches sur les APL, c'est vrai. Philippe Bilger. On parle trop de Mélenchon, je trouve. Oh, écoutez. Non, la nostalgie. Moi, je crois quand même que je voulais. Non, je pense véritablement que, je le redis, peut-être que je me trompe, je ne vois pas comment ce président rebondit, sauf à montrer qu'il fait une révolution copernicienne personnelle. Je pense qu'il peut tout gagner, Emmanuel Macron, s'il a cette capacité à faire une révolution copernicienne, à mettre de la sincérité, et je ne suis pas sûr qu'il en soit capable. Merci à tous les trois. Merci Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Merci Jean-Philippe Dubrul pour vos éclairages toujours passionnants. Directeur à l'IFOP. Émission riche. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont appelés. Désolé pour Nadine qui attendait. On n'a évidemment pas pu prendre tout le monde, mais merci à vous. Et merci de votre fidélité. Tout de suite, les vraies voix qui font rouler la France. Et on va parler implantation d'usines en France. Une giga-usine de batteries. On sera avec la société Vercor. On parlera ensuite avec Mobiliance des véhicules utilitaires et des ZFE. Et on conclura avec la féminisation du métier de taxi avec les taxis G7. Restez bien avec nous dans les vraies voix de Sud Radio. Un petit mot à dire dans cette émission. Merci.